podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, explique le philosophe anglo-saxon Alasdair MacIntyre, c'est par son appartenance à divers groupes sociaux que l'individu s'identifie et qu'il est identifié par les autres. Je suis frère, cousin et petit-fils, membre de cette maisonnée, de ce village, de cette tribu. Ces caractéristiques ne sont pas accidentelles. On ne peut les ôter pour révéler le vrai moi. Elles font partie de ma substance. Elles définissent au moins en partie et parfois entièrement mes obligations et mes devoirs. Les individus héritent d'un espace particulier au sein d'un entrelac de relations sociales. Sans cet espace, ils ne sont rien, parias ou étrangers dans le meilleur des cas. Ces lignes sont un extrait d'Après la vertu publié en 81 par MacIntyre qui appartient au courant communautarien. Ça veut dire que nous existons dans un ensemble, dans une communauté, pas comme individus seuls et isolés. Cela implique que l'on a besoin d'un groupe, la famille par exemple. Mais si celle-ci se dissout, à quoi sommes-nous prêts pour retrouver un autre groupe ? À quel prix veut-on rejoindre une communauté pour appartenir de nouveau à quelque chose et se retrouver soi-même ? C'est l'histoire d'Émilie, qui n'a pas trouvé le bon groupe. Et c'est un épisode signé Alexandre Moniol. En 2014, je sors d'une période de 5 années parisienne où je suis partie étudier la mode et réaliser mon rêve, c'est-à-dire travailler dans une grande maison de luxe Faubourg Saint-Honoré. Mes 5 années où je sens de la solitude, je sens un manque affectif. Il y a l'explosion du cocon familial. Mes parents ont divorcé, chacun vit de son côté. On n'était plus un clan uni. Donc c'est un peu le précipice affectif, émotionnel. Et je me retrouve seule dans cette situation. Je suis à la recherche d'un modèle, d'un mentor, que je ne trouve plus auprès de mes parents. Donc j'essaye de le trouver autre part. Donc voilà, je prends la décision de quitter Paris, quitter mon entreprise et me réinstaller à Bruxelles. Arrivée à Bruxelles, je réactive mes contacts professionnels pour trouver un nouveau job. Et très rapidement, une connaissance me met en contact avec une dame qui s'appelle Fabienne. Il me dit, voilà, elle aurait peut-être une proposition intéressante à te faire au niveau professionnel. Tu peux lui envoyer un mail de ma part et arranger un entretien ensemble. Ce que je fais très rapidement, Fabienne me répond, on fixe un rendez-vous et donc j'apprends que je vais passer un entretien pour un poste de directrice de collection pour une marque d'accessoires mode à Bruxelles. Donc loin du Faubourg Saint-Honoré et du luxe, mais je me dis, allons-y, je suis curieuse, ça m'ouvrira peut-être une porte. Je suis reçue dans un de leurs bureaux. C'est un grand bâtiment assez aseptisé. Ils m'emmènent dans la salle de réunion, une grande table, je dirais de 4-5 mètres. Les murs sont blancs. Il y a un bouquet de fleurs et deux bouteilles d'eau. Et là, je découvre 2 personnes. Un homme d'une 50aine d'années, en costume assez chic, l'air plutôt strict, et une dame d'une petite 50aine d'années, blonde, cheveux courts, avec un pull rose flashy, un jeans décontracté, et qui n'arrête pas de mâchouiller un petit stick en plastique. On s'assied, ils sont tous les 2 face à moi. On commence l'entretien. Et c'est très classique, je parle de mon parcours académique, professionnel, il m'écoute, on échange. Et puis soudainement, cette femme, qui s'appelle donc Fabienne, me pose une question. Elle me demande quel mois je suis née.
Donc moi, de manière instinctive, je réponds mars. Ok, très bien. L'entretien continue. 2 minutes après, elle interrompt et elle me demande mais quel jour tu es née? Puis je lui dis le 24. Ok, très bien, je ne pose pas de questions. Je vois qu'elle baisse la tête, qu'elle prend des notes. Très bien. 5 minutes après, à quelle heure es-tu née? Là, dans ma tête, je me dis quand même, c'est bizarre. Et je vois l'homme en costume qui ne bronche pas et qui écoute. Ok, très bien. Je sens Fabienne qui m'observe avec grande attention pendant tout l'entretien. Ses yeux sont posés sur moi, elle boit mes paroles, je sens qu'elle enregistre aussi beaucoup, et je sens qu'il se passe quelque chose. Je sens que Fabienne n'est pas quelqu'un d'ordinaire. L'entretien se termine, et là, voilà, j'apprends que cette Fabienne en question, c'est la fondatrice de cette marque d'accessoires mode. C'est une self-made woman. Donc, elle a lancé ça il y a 25 ans, toute seule dans sa cave, avec une copine. Et cette entreprise a pris une ampleur hallucinante parce qu'ils font un chiffre d'affaires explosif. Et au point même qu'un fonds d'investissement veut la racheter. D'où la présence de cet homme en costume qui est en fait un financier du fonds. Et là, donc, je suis hyper exaltée, hyper emballée, parce que je me dis, cette Fabienne, en fait, c'est elle le modèle que je recherche. C'est le genre de mentor qui manque à ma vie. Enfin, le style de nana à qui j'ai envie de ressembler, quoi. Et voilà, je rentre chez moi assez excitée et j'écris un mail en les remerciant et en confirmant mon intérêt vraiment pour le poste de directrice de collection. 24 heures après, je reçois un appel de Fabienne. Elle me dit, écoute, Émilie, il s'est passé quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose à faire, je ne pourrais pas encore te dire quoi, mais je souhaite te revoir. Elle rajoute aussi qu'elle souhaiterait faire mon thème astral. Elle me dit qu'on est toutes les deux béliers et qu'elle a pu sentir quelque chose. À ce moment-là, commence à se nouer entre Fabienne et moi une relation assez personnelle, même spirituelle, je dirais. Il y a plein d'échanges par mail, par téléphone. On parle du poste à pourvoir et on parle de la vie aussi en général. Je lui explique que je suis occupée à lire un livre Va au bout de tes rêves que je lui conseille. De là, elle me dit lis L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Et ça devient de plus en plus intense. À côté de ça, les entretiens se poursuivent. Donc je vois le chasseur de tête qui sont engagés, je vois les gens du fonds d'investissement, jusqu'à un moment où il n'y a pas d'offre qui tombe. Et c'est vrai que moi, en parallèle, je continue à postuler dans d'autres entreprises, dont une qui me plaît assez et qui me fait une offre très intéressante. Moi, clairement, je ne peux pas me permettre d'attendre encore 6 mois avant d'accepter un job et d'avoir une rentrée financière. Donc, j'en informe Fabienne. Je lui dis, voilà, Fabienne, tu sais à quel point je souhaiterais travailler pour vous, mais maintenant, il va falloir vous positionner parce qu'on m'a fait une offre. Et j'ai pas de réponse. Elle reste très floue. Donc, j'accepte l'autre offre. Mais en me disant, si j'ai rencontré cette personne, si j'ai rencontré Fabienne, c'est qu'il y a une raison. Je me souviens cet email où elle me dit à quel point elle croit très, très, très fort en moi. C'était l'amplification du trait qui m'a énormément marquée. Suite à ça, elle m'appelle et elle m'explique qu'elle voudrait que je reprenne les rênes du business. Et elle a cette expression qui dit « je veux faire de toi mon poulain ». Et à ça, elle rajoute « sache aussi que maintenant tu fais partie de la famille et que tu peux compter sur moi à toute heure du jour et de la nuit. Si tu as un problème, tu m'appelles et je suis là. Oh, » Ça m'a touché le cœur, ça m'a touché dans mes tripes, dans mon cœur, dans ma tête. Et c'était comme un shot d'endorphine où tu te sens planer. Un mois après, je reçois un nouvel appel de Fabienne
qui me dit: «Écoute, voilà, Émilie, je suis désolée, il y a eu un silence radio, on a hésité entre, 2 candidates, l'autre était plus âgée, donc ça rassurait le fonds d'investissement. Mais au final, moi, c'est toi que je veux. Donc je souhaiterais aujourd'hui te faire une offre. Tu auras, un très beau, package, donc avec un salaire, des avantages. Tu vas évoluer dans une structure, qui est en pleine croissance, donc au niveau professionnel, c'est incroyable. L'équipe est super sympa. D'ailleurs, ce que je te propose de faire, c'est de venir passer une après-midi au bureau. J'accepte, je me dis, j'ai rien à perdre, j'ai peut-être tout à gagner, donc je me rends, au bureau. On me présente l'équipe et je me rends rapidement compte que toute cette équipe, c'est, soit la famille, directe de Fabienne, soit les amis. Cet après-midi se passe très bien, les gens sont sympathiques, chaleureux, accueillants et donc j'en ressors, convaincue et je finis par, accepter son offre, démissionner, de mon job et de rejoindre, cette marque, d'accessoires mode avec, Fabienne et sa famille. Pour mon premier jour, de boulot, Fabienne, m'accueille les bras grands ouverts et là, je découvre et je comprends, toutes les personnes qui font cette équipe. Donc il y a Jacques, une, soixantaine d'années, les cheveux blancs, petites lunettes, bedonnant, l'air un peu pâteau mais sympathique, qui est le frère de Fabienne. À côté de ça, il y a Magali, 35 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est assez grande, elle fait 1,80 m, très sympa, donc qui est la fille de Jacques et la nièce de Fabienne. Donc on me dit que je vais travailler en direct avec, ces 2 personnes, sauf que Jacques n'est pas souvent au bureau vu qu'il vit entre Bruxelles et Bangkok, en Thaïlande. Donc on va beaucoup travailler, à distance, donc par mail et par téléphone et puis, 1 fois par mois, il viendra pour les réunions importantes. Et arrive en même temps, le nouveau PDG. Donc, lui et moi, on est les 2 premières personnes extérieures de la famille et des amis de Fabienne. C'est ce nouvel univers, qui nous paraît, voilà, très sympathique et accueillant. C'est vrai que les mois passent et au fur et à mesure, donc, je commence à sentir que Jacques me cherche un peu des poux. Par mail, par téléphone, étant donné qu'il n'est physiquement, jamais, ou presque jamais là. Et je commence un peu à voilà, être un peu, frustrée et interrogative, étant donné qu'il était très sympa au début et puis tout à coup là, il me reproche, de mal faire mon boulot, et je sens aussi que, il pense que je fais de l'ombre à sa fille, Magali. Et tout à coup, ça sort spontanément au téléphone. Un jour, il me dit, «Tes relations avec Fabienne, ne sont pas professionnelles, ça ne va pas». Il m'envoie des pics, donc je décide d'en parler, à Fabienne. J'arrive, chez Fabienne, dans sa magnifique, maison, qu'elle venait de faire construire, grâce à ce beau succès. Donc c'est quelque chose effectivement qui force le respect et surtout qui fait rêver. Une grande demeure avec piscine intérieure, extérieure, un immense jardin, un potager, une déco, comme dans les magazines, enfin, génial, quoi. Et voilà, je lui dis: «Écoute Fabienne, je comprends pas ce qui se passe. Jacques, tout à coup, devient, un peu agressif, et m'envoie des pics, remet mon travail en question, je comprends pas». Et je lui dis d'ailleurs, le PDG me l'a confirmé. Donc, là, Fabienne me regarde, de nouveau, l'air, impassible, très sûre d'elle et elle me dit: «Ah beh, Émilie, t'inquiète pas. Ça, c'est Jacques, c'est mon frère, il a toujours besoin d'un bouc émissaire. Ça a toujours été comme ça. Je suis passée par là, j'ai été son bouc émissaire pendant des années. Il m'a fait pleurer, il m'a fait douter et malheureusement, aujourd'hui, tu es son bouc émissaire et malheureusement, il y a rien à faire.
Donc, prends ton mal en patience. Moi, je trouve que tu fais de l'excellent boulot. Je l'ai dit au PDG, je l'ai dit au fonds d'investissement. Donc, tu continues, tu gardes la tête haute, tu lâches rien. Et Jacques, t'inquiète pas, d'ici 1 ou 2 ans, il sera parti de l'entreprise. Parce que c'est ça le deal. C'est qu'à un moment, d'ici 2 ans, il y a une nouvelle équipe qui se met en place et que nous, la famille, on soit hors de l'entreprise, quoi. Mais voilà, je crois Fabienne, je lui fais confiance, elle me fait confiance, on est une équipe. Donc je sors de là plus téméraire que jamais en me disant je vais redoubler d'efforts en fait. Et c'est reparti mon kiki. 1 mois après, gros challenge, il y a un voyage en Asie qui s'organise. C'est un voyage pour aller voir nos fournisseurs, les usines, faire les salons d'accessoires mode. Et ce voyage, il va se faire en triptyque, c'est-à-dire Jacques, Magali, sa fille, et moi. C'est l'occasion justement d'un peu marquer mon territoire, de prendre du galon et de faire partie de l'équipe. Fabienne reste en Belgique, à Bruxelles. C'est vrai qu'elle ne voyage pas parce qu'elle a peur de l'avion. Donc on se téléphone, on s'envoie des mails, mais physiquement, elle n'est pas là. On arrive d'abord à Bangkok, où on reste pendant 1 semaine. Et là, on dort dans le quartier où il y a ce fameux hôtel avec le rooftop, où il y a un dôme en or, où a été tournée la scène de Very Bad Trip. Donc Jacques me dit « Oh, regarde, c'est là qu'a été tournée Very Bad Trip. Si tu veux, on ira prendre un apéro. » Et à ma bonne surprise, Jacques est très sympathique, très détendu. Tout se passe bien. Après 1 semaine à Bangkok, on quitte le pays et on arrive à Hong Kong. Donc là, c'est la frénésie, des magasins de luxe partout. On est dans un magnifique hôtel, très luxueux. On a quasiment une suite. Et je me sens vraiment excitée par la situation. Notre hôtel donne sur Hong Kong Island et puis devant, c'est la baie où on a des yachts qui sont garés, des bateaux qui partent pour Macao. Donc l'environnement est très excitant et on arrive là, on va manger un ramen à 3 puis on va se coucher pour attaquer les salons. Au bout de 2 semaines, on est sur le salon et Jacques me tombe dessus, de manière un peu surprenante, uniquement parce que je vérifiais mes mails pendant un rendez-vous. Et là, il me dit que c'est inacceptable, que je ne suis pas professionnelle, alors que c'était clairement des emails professionnels. Et là, s'ensuit une scène très, très dure, très intense, où il me crie dessus, comme si j'étais une petite fille de 4 ans. Il me dit qu'on n'a pas attendu Sainte-Émilie pour que la société se porte bien, que je ne suis rien. Et à côté, Magali est là, elle nous regarde et elle baisse les yeux. Elle dit rien, elle fait rien. Et elle sait pourtant que, clairement, le comportement de Jacques est injustifié, mais elle ne me soutient pas. Et je me sens seule, mal. Je rentre à l'hôtel. J'appelle Fabienne en pleurs, je lui explique la situation. Et de nouveau, elle me dit « Ne t'inquiète pas, Émilie, mon frère est comme ça, il n'y a rien à faire, mais accroche-toi, ça va se calmer. » Je m'endors et en pleine nuit, je reçois un email de Jacques, vers 3h du matin. Je vois bien qu'il est bourré. Et là, il me dit « Je te somme demain de tout m'expliquer. As-tu été mandaté par le fonds d'investissement pour enquêter sur moi ?» Et donc là, je réalise à nouveau que je suis face à quelqu'un d'instable. Il est complètement dans un délire de persécution et de paranoïa. Moi, je suis juste venue là pour faire mon job et il me met de nouveau dans une posture qui n'est pas la mienne. C'est très dur, mais comme d'habitude, je garde la tête haute. Fabienne m'a dit de continuer, de persévérer et c'est ce que je fais.
Il n'y a plus de barrière entre mon environnement professionnel et mon environnement émotionnel, personnel. Tout est lié à Fabienne, tout est lié à cette famille, tout est lié à ma mission. Et je me dis que je ne peux rien lâcher, sinon j'ai plus rien. Je me retrouverais seule, sans personne, sans boulot, sans attache. Donc il y a clairement un espèce de transfert affectif qui est en train de se faire. C'est comme si c'était ma famille de nouveau qui était en jeu. Au bout de 3 semaines en Asie, il est enfin temps de rentrer. On a terminé par une petite visite dans nos usines près de Hong Kong. Et Magali et moi, on doit prendre l'avion. On passe une dernière nuit à Hong Kong. On a encore un petit rendez-vous fournisseur. Et puis, on se rejoint dans le lobby pour faire le check-out, prendre un taxi, aller à l'aéroport et rentrer à la maison. Sauf que cet après-midi-là, elle m'envoie un message et me dit « Écoute, Émilie, je suis un peu fatiguée. Je vais rester me reposer. Peux-tu assurer le rendez-vous fournisseur seul ?» Je lui réponds qu'il n'y a aucun problème, qu'elle se repose et qu'on se retrouve vers 17h au lobby pour partir. Et là, je commence à recevoir des appels, des mails des gens du bureau et de Fabienne et Jacques. À ce moment-là, Jacques est déjà rentré à Bangkok. Et effectivement, je consulte mes mails et je vois que Magali envoie des emails qui n'ont ni queue ni tête, où elle met tout le monde en copie, d'un contenu assez décousu, où elle commençait à partir dans des métaphores sur notre voyage en Chine, comme quoi ça s'était merveilleusement bien passé entre elle et moi, mais certainement parce que tous les deux, on était des femmes avec une sensibilité où on pouvait humer la rose du matin, comme la poudre enneigée d'un tableau de maître ancien. Donc vraiment des espèces de métaphores un peu bizarres. Et puis suivi de 10 émoticônes différents avec des petits cœurs, des petits bisous. Et elle termine par cette phrase « Et j'en profite pour vous annoncer à tous que je vous remets ma démission. Mais j'espère qu'on va tous aller trinquer à cette occasion. » Donc évidemment, là, tous sous le choc, étant donné que il n'y a eu aucun signe avant-coureur et que jamais elle nous a expliqué qu'elle voulait quitter la société. Et puis arrivent des mails qui sont des photos, des images, de trucs assez glauques, un espèce de singe qui porte une femme nue dans les bras. Là, son père me dit « Mais est-ce qu'elle a fumé la moquette ? Est-ce qu'elle est bourrée ?» Moi, je n'en sais rien. Elle est dans sa chambre, donc je me dépêche, je vais à l'hôtel, je monte dans sa chambre. Et là, elle m'ouvre, elle est en pyjama, elle a l'air un peu excitée, sa chambre est complètement en bordel. Et je lui dis « Mais Magali, qu'est-ce qui se passe ? On a notre avion, là, dans quelques heures, il faut rentrer. » Et elle me répond « Non, je ne rentre pas, je ne prendrai pas cet avion. Pour moi, le PDG est le diable en personne. L'entreprise met les femmes à quatre pattes. Je veux démissionner, c'est terminé. » Là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ces propos sont un peu exagérés. » Et je lui dis « Écoute, pas de problème, tu n'es pas obligée de revenir travailler dans la société, mais tu rentres avec moi. Ton mari et tes enfants t'attendent, je ne te laisse pas seule ici. » Et elle n'en démord pas. Elle me dit qu'elle ne rentrera pas, elle n'arrête pas d'insulter tout le monde dans l'entreprise, Fabienne, Jacques, le PDG, tout le monde en prend pour son grade. Et là, je me dis, bon, ok, je vais la laisser, parce que moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, j'étais fatiguée, j'étais mal, donc je lui dis qu'elle peut rester ici, encore une nuit, mais qu'elle doit appeler son père et l'en avertir. Et là, tout à coup, elle sort son iPad et elle me dit « Mais attends, j'aimerais te montrer quelque chose en avant-première, la couverture du nouveau catalogue. Mais tu dois me promettre de n'en parler à personne, parce que c'est confidentiel. » Je lui dis « Ok, pas de problème, montre-moi. » Et là, l'image apparaît et c'est elle, une photo d'elle en soutien-gorge qui fait un doigt d'honneur. Et elle explose de rire et elle me dit « C'est génial, hein, c'est génial. » Et là, je comprends
comprends pas trop son point et je me dis, est-ce que c'est une blague? Et puis tout à coup, elle se lève en sursaut, elle me dit, attends, avant que tu partes, allons boire vite un petit verre au lobby, ça me ferait plaisir, vraiment. Je lui dis, ok, mais alors vite fait, parce que mon taxi arrive. Et elle se lève, elle va vers la porte, et là, soudainement, elle se retourne et elle me frappe au visage. Et elle me hurle dessus, en me disant, maintenant, tu dégages de cette chambre. Et elle me jette dans le couloir. Je tremble, je suis sous le choc, j'appelle son père, j'appelle Fabienne, j'appelle le PDG, j'appelle tout le monde et je leur explique la situation. Donc là, on me dit, Émilie, malheureusement, on va devoir te demander d'annuler ton avion et de rester pour aider Magali. On ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas la laisser seule comme ça. Donc, à bout de force, mais en prenant mon rôle très à cœur, j'annule mon vol, je vais voir le manager de l'hôtel, je reprends une chambre pour la nuit et surtout, je lui explique la situation et je lui demande de mettre la chambre de Magali sur surveillance caméra. Pour la première fois, je sens Fabienne qui a l'air un peu apeurée, affolée et qui me dit que je dois être là, que je dois être à la hauteur pour aider Magali parce que ça pourrait mal se passer. Je suis à l'hôtel, j'ai pris une chambre pour la nuit et là, Fabienne me demande d'aller checker Magali toutes les heures pour m'assurer qu'elle aille bien, qu'elle fasse pas de bêtises. Donc toutes les heures, je frappe à la porte de Magali et j'ai des réactions complètement différentes. Une fois, elle est super contente de me voir, elle me prend dans les bras, elle me parle de la vie, ça se passe bien, elle est calme et gentille. L'autre fois, je la sens très nerveuse, complètement perdue. Elle m'explique qu'il y a un complot international qui vise notre entreprise en particulier. Et là, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Émilie, tu dois choisir ton bateau. Est-ce que c'est celui de Macao où on drogue les femmes, on les met à quatre pattes, on les prend comme des putes, ou alors c'est mon bateau ?» Et là, derrière elle, il y a la fenêtre de la chambre d'hôtel qui donne sur la baie d'Hong Kong, où il y a justement ces fameux bateaux qui partent pour Macao, où les gens vont jouer. Et clairement, elle me met face à un dilemme où je dois choisir. Donc très calmement, je lui dis que bien évidemment que c'est son bateau et que je la soutiens et que je la comprends et que je serai là pour l'aider. Et donc je joue dans son jeu. Elle commence à faire des lignes du temps dans sa chambre d'hôtel avec des épisodes qui n'ont aucun sens. Et puis tout à coup, je sens qu'il y a des montées d'agressivité où elle serait susceptible de me refrapper. Donc je prends peur et je me cache dans le couloir. Mais voilà, toutes les heures, je mets mon réveil et je continue à aller la voir. Et Fabienne, que j'ai au téléphone pendant tout ce temps, ne comprend pas et ne cesse de me répéter « Mais est-ce qu'on l'a droguée ? Est-ce qu'on l'a droguée ?» À 5 heures du matin, le manager de l'hôtel m'appelle. Il m'explique que Magali fait un bruit insensé, qu'il pense qu'elle est en train de détruire toute sa chambre d'hôtel et qu'il faut qu'on intervienne. Là, je sors de ma chambre, je suis dans le couloir, il fait tout noir et j'ai l'impression d'être dans le film Shining, c'est-à-dire que je déambule et que je marche vers la folie humaine. Et je l'entends à distance hurler avec des bruits insensés et je comprends qu'effectivement, avec des objets, elle est en train de taper sur la porte, sur les murs. Et je vois le manager de l'hôtel qui est terrorisé. Il parle anglais, donc j'essaye de lui expliquer la situation, mais que moi-même, je ne comprenais pas. Et j'essaye de raisonner Magali. Je suis terrorisée, je tremble de tout mon corps, j'ai des sueurs froides puis chaudes. Et là, je regarde le manager et j'entends des cris. C'est Magali qui nous dit « Si vous approchez, je vais tous vous tuer ». Je traduis ça en anglais au manager. Et là, il m'explique que d'une part, on va évacuer tout l'étage de l'hôtel. Donc on sort les gens en pleine nuit en pyjama de leur chambre et qu'on va devoir appeler la police.
Fabienne donne son feu vert. Pendant tout ce temps, elle continue à être au téléphone et à donner son avis. Elle me soutient, mais elle me dit qu'effectivement, il faut appeler la police et une ambulance. Un quart d'heure après, il y a 5 policiers chinois qui arrivent avec des casques et des boucliers. Ils défoncent la porte, ils attrapent Magali et ils la mettent sur une civière. Pendant tout ce temps, moi, je suis dans un recoin du couloir. J'ai tellement peur que je ne veux pas trop m'en approcher. Je l'entends crier des mots en chinois, en thaïlandais qu'on avait appris pendant notre séjour. Ching ching, yang yang, qui n'ont aucun sens dans le contexte. Et on l'emmène dans l'ambulance. Les policiers m'accompagnent dans leur fourgonnette. Ils me disent qu'ils vont m'amener à l'hôpital pour que je puisse continuer à prendre soin d'elle. On arrive à l'hôpital, il est 5h30 du matin, on est en plein Hong Kong. On dépose Magali dans une petite alcôve, je le vois au loin. Moi, je m'occupe de l'administration et j'attends qu'un médecin vienne l'ausculter. Et tout à coup, j'entends Magali qui m'appelle. « Émilie, Émilie !» Donc je m'approche avec prudence, je passe la tête par le rideau et je la vois toute perdue, regard comme un petit animal sans défense. Et donc elle me fait vraiment de la peine, pitié, parce que je comprends là qu'elle a un moment de lucidité. Et elle me demande, mais qu'est-ce que je fais ici ? Où nous sommes ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, pour pas l'effrayer, je lui dis « Ah, tu as eu de la fièvre, Magali, donc là, on va bien s'occuper de toi, et puis on va rentrer à Bruxelles, tout se passera bien. » Elle me dit « Ok, est-ce que tu peux m'apporter un petit peu d'eau ? J'ai soif. » Donc, je vais chercher un verre d'eau à la fontaine, je lui donne, elle boit sagement, et là, elle me dit « Tiens, bois un petit peu d'eau aussi. » Et je lui dis « Oh, c'est gentil, Magali, mais je n'ai pas soif. » Et là, elle jette le verre par terre, et elle hurle en me disant « Maintenant, tu vas vider ton sac. Et je sens qu'elle se lève et qu'elle va me sauter à la gorge. Et heureusement, à ce moment-là, les infirmières comprennent ce qu'il est en train de se passer. Elles comprennent qu'il y a un grave problème. Donc, elles courent chercher de l'aide. Moi, à ce moment-là, mon sang ne fait qu'un tour et je pique un sprint et je vais m'enfermer dans les toilettes de l'hôpital. Et là, j'entends qu'effectivement, on l'amène dans l'aile psychiatrique. Donc, on l'a mise dans une camisole de force. Elle est de nouveau sur une civière et je la suis à 5 mètres. Et je l'entends de nouveau hurler comme une possédée. Là, j'avais l'impression d'être dans le film L'Exorciste. Ça dépassait tout entendement. Elle était comme possédée. Et on l'enferme dans une petite chambre avec une porte blindée, juste un petit hublot et un garde qui surveille sa chambre. Moi, je patiente dans la salle d'attente, j'en peux plus, je suis au bout. J'attends qu'une chose, c'est que son père arrive et prenne la relève, mais je reste. J'ai une espèce de force surhumaine, psychologique et physique qui me permet quand même de tenir le coup. 1 heure après, le médecin arrive et le verdict tombe. Magali fait une psychose aiguë. Après 24 heures de cauchemar, le père de Magali, Jacques, arrive enfin de Bangkok. Moi, je rentre à l'hôtel, je m'occupe encore de m'occuper de la chambre qui a été complètement détruite. Je dors une dernière nuit à Hong Kong, j'ai pas le choix, il n'y a pas d'avion. Et je rentre enfin en Belgique. Là, je me repose 2-3 jours et puis je suis très rapidement de retour au bureau parce qu'il y a une collection à faire et on n'a pas le choix. Je dois travailler et triplement vu que Jacques et Magali ne sont plus là et donc je dois assumer le travail de 3 personnes. J'essaye d'oublier cette histoire. Clairement, on m'a demandé de ne pas en parler. On a informé l'équipe de l'état de Magali, mais en disant qu'elle avait été droguée sur un marché en Chine et que là, elle se reposait et que tout allait bien. Je prends le parti de protéger Fabienne et sa famille. Donc je ne dis rien et je participe au mensonge.
Les semaines passent et quelque temps après, je dirais 1 mois, je comprends 2 choses. La première, c'est que Jacques, au lieu de se calmer et d'être, sympathique à mon égard, redouble d'efforts pour, essayer de me saboter. À côté de ça, je comprends que Fabienne, est en train de recruter une personne, pour mon poste. Fabienne me dit: «Écoute, vu les circonstances, je pense que c'est bien que tu aies un binôme, ce sera pour t'aider, ne t'inquiète pas», et le PDG, qui est à peu près la seule personne, équilibrée, dans tout cet environnement, me dit que, ce serait bien effectivement que quelqu'un d'extérieur arrive, pour m'aider, dans la tâche au quotidien. Et puis, au fil d'une discussion, il me dit: «Tu sais Émilie, je sais ce qui se passe, que Jacques te fait du harcèlement et c'est grave et je sais que si aujourd'hui tu vas au prud'homme, tu pourrais gagner. Donc moi, ce que je peux te proposer pour ton bien-être, c'est une porte de secours. On trouve un arrangement à 2 et tout ça, ce sera juste une histoire, ancienne et tu tournes la page». Et là, je le regarde et je lui dis: «Non, bah non». Et dans ma tête, je n'arrête pas de me répéter: «Mais il ne m'aura pas, il ne m'aura pas. Jacques ne m'aura pas. Je ne vais pas baisser les armes, je vais continuer». Parce que, Fabienne croit en moi, parce que je suis là et que je fais partie, je fais partie de la famille aussi et donc je décline, sa proposition. Je vois quasiment plus mes parents, pas beaucoup mes frères et sœurs, je n'ai que mes amis et je me sens vraiment, vulnérable. Donc je commence à me sentir mal, physiquement et psychologiquement. J'ai des symptômes que j'avais jamais connus, la gorge qui se noue, mal au ventre, très très mal à la tête, des sueurs, puis tout à coup pendant la nuit aussi, des insomnies, et un jour, j'en parle à Fabienne. On avait une grosse réunion et je me sentais clairement pas à la hauteur, donc je lui en fais part. Et là, je la vois qui chipote dans son sac et qui sort, une petite, tablette et elle me dit: «Écoute, tiens, prends un petit cachet, c'est rien du tout et tu te sentiras beaucoup mieux, ça va te relaxer». Donc je lui demande ce que c'est et elle me dit: «Ah, c'est un petit anxiolytique, tu prends un demi, tu verras, rien de mal et justement, ça va permettre, de pouvoir te détendre». Et effectivement, je respire, je me relaxe. Sauf que clairement, mon état s'empire et que je termine par aller voir, mon médecin généraliste, qui me dit que je suis en train de faire un petit burn-out. Il faut que je me mette en arrêt de travail, sinon ça pourrait, vraiment basculer dans quelque chose de plus grave et peut-être, irréversible. Donc il me met en arrêt, pendant 3 semaines. Il m'envoie chez un psy et au bout de 3 semaines, je reviens au boulot. Je me souviens, c'était une matinée très ensoleillée, mais un petit peu froide. Je m'assieds au bureau, là, les gens me posent très peu de questions. C'est calme, c'est silencieux, et arrive le PDG qui demande à me voir, en personne et il m'invite, à m'asseoir, sur la terrasse dehors. Je mets ma grosse veste, le soleil, tape sur mon visage. Je me sens pas très, confortable ni à l'aise vu la situation et là, de but en blanc, il me dit: «Voilà, écoute Émilie, on a décidé d'arrêter la collaboration. Vu les circonstances, c'est plus possible». Pour moi, là, wow, tout s'écroule. C'est impossible de retenir mes larmes et je vois ce PDG, qui est très mal de la situation aussi, qui me fait une petite accolade, qui me dit de rentrer chez moi, d'aller me reposer, et de prendre soin de moi. Donc c'est ce que je fais. Et là, je marche vers ma voiture, dans un état second, et je me dis: «Mais elle est où Fabienne? J'ai pas eu un appel, j'ai pas eu un message, elle n'était pas là. Est-ce qu'elle a validé? Est-ce qu'elle a validé cette décision?» et donc je comprends qu'elle se cache.
Au moment où je négocie mon licenciement avec mon avocat, Fabienne disparaît. C'est le PDG qui devient mon interlocuteur. Elle est effacée, j'ai quasiment plus aucun contact avec elle. À part ce dernier rendez-vous, à 3, PDG, Fabienne et moi, dans un petit café, pour un peu clore le dossier et finaliser l'arrangement. Elle ne parle quasiment pas, elle est effacée. C'est plus la Fabienne que j'ai rencontrée 2 ans auparavant. Tout a changé, j'ai changé, et je comprends qu'il est temps de tirer un trait sur cette histoire. Cet épisode de Transfert était signé Alexandre Moniol, mis en musique par Pauline Thompson et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez des histoires à nous raconter, écrivez-nous à podcast@slate.fr et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Slate France Podcast sur Facebook, @SlateFR sur Twitter, @Chapullo sur Instagram, et venez nous laisser des commentaires sur iTunes. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je suis dans le couloir, il fait tout noir, et j'ai l'impression d'être dans le film Shining. C'est-à-dire que je déambule et que je marche vers la folie humaine. Et je l'entends, à distance, hurler avec des bruits insensés. Et je comprends qu'effectivement, avec des objets, elle est en train de taper sur la porte, sur les murs. Et je vois le manager de l'hôtel qui est terrorisé. Il parle anglais, donc j'essaye de lui expliquer la situation, mais que moi-même, je ne comprenais pas. Et j'essaye de raisonner Magali. Je suis terrorisée, je tremble de tout mon corps, j'ai des sueurs froides puis chaudes. Et là, je regarde le manager et j'entends des cris. C'est Magali qui nous dit « Si vous approchez, je vais tous vous tuer ». Je traduis ça en anglais au manager. Et là, il m'explique que d'une part, on va évacuer tout l'étage de l'hôtel. Donc on sort les gens en pleine nuit en pyjama de leur chambre et qu'on va devoir appeler la police. Fabienne donne son feu vert. Pendant tout ce temps, elle continue à être au téléphone et à donner son avis. Elle me soutient, mais elle me dit qu'effectivement, il faut appeler la police et une ambulance. Un quart d'heure après, il y a 5 policiers chinois qui arrivent avec des casques et des boucliers. Ils défoncent la porte, ils attrapent Magali et ils la mettent sur une civière. Pendant tout ce temps, moi, je suis dans un recoin du couloir. J'ai tellement peur que je ne veux pas trop m'en approcher. Je l'entends crier des mots en chinois, en thaïlandais qu'on avait appris pendant notre séjour. Ching ching, yang yang, qui n'ont aucun sens dans le contexte. Et on l'emmène dans l'ambulance. Les policiers m'accompagnent dans leur fourgonnette. Ils me disent qu'ils vont m'amener à l'hôpital pour que je puisse continuer à prendre soin d'elle. On arrive à l'hôpital, il est 5h30 du matin, on est en plein Hong Kong. On dépose Magali dans une petite alcôve, je le vois au loin. Moi, je m'occupe de l'administration et j'attends qu'un médecin vienne l'ausculter. Et tout à coup, j'entends Magali qui m'appelle. « Émilie, Émilie !» Donc je m'approche avec prudence, je passe la tête par le rideau et je la vois toute perdue, regard comme un petit animal sans défense. Et donc elle me fait vraiment de la peine, pitié, parce que je comprends là qu'elle a un moment de lucidité. Et elle me demande « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Où nous sommes ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc pour pas l'effrayer, je lui dis... Et là, je commence à recevoir des appels, des mails des gens du bureau et de Fabienne et Jacques. À ce moment-là, Jacques est déjà rentré à Bangkok.
Et effectivement, je consulte mes mails et je vois que Magali envoie des emails qui n'ont ni queue ni tête, où elle met tout le monde en copie, d'un contenu assez décousu, où elle commençait à partir dans des métaphores sur notre voyage en Chine, comme quoi ça s'était merveilleusement bien passé entre elle et moi, mais certainement parce que tous les deux, on était des femmes avec une sensibilité où on pouvait humer la rose du matin, comme la poudre enneigée d'un tableau de maître ancien. Donc vraiment des espèces de métaphores un peu bizarres. Et puis suivi de 10 émoticônes différents avec des petits cœurs, des petits bisous. Et elle termine par cette phrase « Et j'en profite pour vous annoncer à tous que je vous remets ma démission. Mais j'espère qu'on va tous aller trinquer à cette occasion. » Donc évidemment, là, tous sous le choc, étant donné que il n'y a eu aucun signe avant-coureur et que jamais elle nous a expliqué qu'elle voulait quitter la société. Et puis arrivent des mails qui sont des photos, des images, de trucs assez glauques, un espèce de singe qui porte une femme nue dans les bras. Là, son père me dit « Mais est-ce qu'elle a fumé la moquette? Est-ce qu'elle est bourrée ?» Moi, je n'en sais rien. Elle est dans sa chambre, donc je me dépêche, je vais à l'hôtel, je monte dans sa chambre. Et là, elle m'ouvre, elle est en pyjama, elle a l'air un peu excitée, sa chambre est complètement en bordel. Et je lui dis « Mais Magali, qu'est-ce qui se passe? On a notre avion, là, dans quelques heures, il faut rentrer. » Et elle me répond « Non, je ne rentre pas, je ne prendrai pas cet avion. Pour moi, le PDG est le diable en personne. L'entreprise met les femmes à quatre pattes. Je veux démissionner, c'est terminé. » Là, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Ces propos sont un peu exagérés. » Et je lui dis « Écoute, pas de problème, tu n'es pas obligée de revenir travailler dans la société, mais tu rentres avec moi. Ton mari et tes enfants t'attendent, je ne te laisse pas seule ici. » Et elle n'en démord pas. Elle me dit qu'elle ne rentrera pas, elle n'arrête pas d'insulter tout le monde dans l'entreprise, Fabienne, Jacques, le PDG, tout le monde en prend pour son grade. Et là, je me dis, bon, ok, je vais la laisser, parce que moi, j'en avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, j'étais fatiguée, j'étais mal, donc je lui dis qu'elle peut rester ici, encore une nuit, mais qu'elle doit appeler son père et l'en avertir. Et là, tout à coup, elle sort son iPad et elle me dit « Ça passe très bien, les gens sont sympathiques, chaleureux, accueillants. » Et donc, j'en ressors convaincue. Et je finis par accepter son offre, démissionner de mon job et de rejoindre cette marque d'accessoires mode avec Fabienne et sa famille. Pour mon premier jour de boulot, Fabienne m'accueille les bras grands ouverts. Et là, je découvre et je comprends toutes les personnes qui font cette équipe. Donc, il y a Jacques, une soixantaine d'années, les cheveux blancs, petites lunettes, bedonnant, l'air un peu pâteau, mais sympathique, qui est le frère de Fabienne. À côté de ça, il y a Magali, 35 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est assez grande, elle fait 1m80, très sympa, donc qui est la fille de Jacques et la nièce de Fabienne. Donc on me dit que je vais travailler en direct avec ces 2 personnes, sauf que Jacques n'est pas souvent au bureau vu qu'il vit entre Bruxelles et Bangkok, en Thaïlande. Donc, on va beaucoup travailler à distance, donc par mail et par téléphone. Et puis, une fois par mois, il viendra pour les réunions importantes. Et arrive en même temps le nouveau PDG. Donc, lui et moi, on est les 2 premières personnes extérieures de la famille et des amis de Fabienne. C'est ce nouvel univers qui nous paraît très sympathique et accueillant. C'est vrai que les mois passent et au fur et à mesure, donc, je commence à sentir que Jacques me cherche un peu d'époux. Par mail, par téléphone, étant donné qu'il n'est physiquement jamais ou presque jamais là. Et je commence un peu à être un peu frustrée et interrogative,
étant donné qu'il était très sympa au début. Et puis tout à coup, là, il me reproche de mal faire mon boulot. Et je sens aussi qu'il pense que je fais de l'ombre à sa fille, Magali. Et tout à coup, ça sort spontanément au téléphone. Un jour, il me dit tes relations avec Fabienne ne sont pas professionnelles, ça ne va pas. Il m'envoie des pics, donc je décide d'en parler à Fabienne. J'arrive chez Fabienne, dans sa magnifique maison qu'elle venait de faire construire grâce à ce beau succès. Donc c'est quelque chose effectivement qui force le respect et surtout qui fait vraiment basculer dans quelque chose de plus grave et peut-être irréversible. Donc il me met en arrêt pendant 3 semaines. Il m'envoie chez un psy. Et au bout de 3 semaines, je reviens au boulot. Je me souviens, c'était une matinée très ensoleillée, mais un petit peu froide. Je m'assieds au bureau. Là, les gens me posent très peu de questions. C'est calme, c'est silencieux. Et arrive le PDG qui demande à me voir en personne. Et il m'invite à m'asseoir sur la terrasse, dehors. Je mets ma grosse veste. Le soleil tape sur mon visage. Je me sens pas très confortable ni à l'aise vu la situation. Et là, de but en blanc, il me dit, voilà, écoute, Émilie, on a décidé d'arrêter la collaboration. Vu les circonstances, c'est plus possible. Pour moi, là, tout s'écroule. C'est impossible de retenir mes larmes. Et je vois ce PDG qui est très mal de la situation aussi, qui me fait une petite accolade, qui me dit de rentrer chez moi, d'aller me reposer et de prendre soin de moi. Donc, c'est ce que je fais. Et là, je marche vers ma voiture dans un état second et je me dis, mais elle est où, Fabienne ? J'ai pas eu un appel, j'ai pas eu un message, elle n'était pas là. Est-ce qu'elle a validé cette décision et donc, je comprends qu'elle se cache. Au moment où je négocie mon licenciement avec mon avocat, Fabienne disparaît. C'est le PDG qui devient mon interlocuteur. Elle est effacée, j'ai quasiment plus aucun contact avec elle. À part ce dernier rendez-vous, à 3, PDG, Fabienne et moi, dans un petit café, pour un peu clore le dossier et finaliser l'arrangement. Elle ne parle quasiment pas, elle est effacée. C'est plus la Fabienne que j'ai rencontrée 2 ans auparavant. Tout a changé, j'ai changé, et je comprends qu'il est temps de tirer un trait sur cette histoire. Cet épisode de Transfert était signé Alexandre Moniol, mis en musique par Pauline Thompson et mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez des histoires à nous raconter, écrivez-nous à podcast. Professionnel et mon environnement émotionnel, personnel, tout est lié à Fabienne, tout est lié à cette famille, tout est lié à ma mission. Et je me dis que je ne peux rien lâcher, sinon j'ai plus rien. Je me retrouverais seule, sans personne, sans boulot, sans attache. Donc il y a clairement un espèce de transfert affectif qui est en train de se faire. C'est comme si c'était ma famille de nouveau qui était en jeu. Au bout de 3 semaines en Asie, il est enfin temps de rentrer. On a terminé par une petite visite dans nos usines près de Hong Kong. Et Magali et moi, on doit prendre l'avion. On passe une dernière nuit à Hong Kong. On a encore un petit rendez-vous fournisseur. Et puis, on se rejoint dans le lobby pour faire le check-out, prendre un taxi, aller à l'aéroport et rentrer à la maison.
Sauf que cet après-midi-là, elle m'envoie un message et me dit: «Écoute Émilie, je suis un peu fatiguée, je vais rester me reposer, peux-tu, assurer, le rendez-vous fournisseur seule?» Je lui réponds qu'il y a aucun problème, qu'elle se repose et qu'on se retrouve, vers 17h au lobby, pour partir. Et là, je commence à recevoir, des appels, des mails, des gens du bureau et de Fabienne et Jacques. À ce moment-là, Jacques est déjà rentré à Bangkok. Et effectivement, je consulte mes mails et je vois, que Magali envoie des emails qui n'ont ni queue ni tête, où elle met tout le monde en copie. D'un contenu assez décousu, où elle commençait à partir dans des métaphores, sur notre voyage en Chine, comme quoi, ça s'était merveilleusement bien passé, entre elle et moi. Mais certainement parce que tous les 2, on était des femmes avec une sensibilité où on pouvait, humer, la rose du matin, comme la poudre enneigée d'un tableau de maître ancien. Donc vraiment des espèces de métaphores, un peu bizarres. Et puis, suivi de 10 émoticônes différents avec des petits cœurs, des petits bisous, et elle termine par cette phrase: «Et j'en profite pour vous annoncer à tous que, je vous remets ma démission. Mais j'espère qu'on va tous aller trinquer, à cette occasion». Donc évidemment là, tous sous le choc étant donné que, il y a eu aucun signe avant-coureur et que jamais, elle nous a expliqué qu'elle voulait, quitter, la société. Et puis, arrivent des mails qui sont des photos, des images, de trucs assez glauques, un espèce de singe qui porte une femme nue dans les bras, là, son père, Jacques, Magali, sa fille et moi. C'est l'occasion justement, d'un peu marquer mon territoire, de prendre du galon et de faire partie de l'équipe. Fabienne, reste, en Belgique, à Bruxelles. C'est vrai qu'elle ne voyage pas parce qu'elle a peur de l'avion. Donc, on se téléphone, on s'envoie des mails, mais physiquement, elle n'est pas là. On arrive d'abord, à Bangkok, où on reste pendant une semaine. Et là, on dort, dans le quartier où il y a ce fameux hôtel avec, le rooftop où il y a un dôme en or où a été, tournée la scène de Very Bad Trip. Donc Jacques me dit: «Oh regarde, c'est là qu'a été, tournée Very Bad Trip, si tu veux on ira prendre un apéro», et à ma bonne surprise, Jacques est très sympathique, très détendu, tout se passe bien. Après une semaine à Bangkok, on quitte le pays et on arrive, à Hong Kong. Donc là, c'est la frénésie, des magasins de luxe partout, on est dans un magnifique hôtel, très luxueux, on a quasiment une suite, et je me sens vraiment, excitée par la situation. Notre hôtel, donne sur, Hong Kong, Island, et puis devant, c'est la baie où on a des yachts qui sont garés, des bateaux, qui partent pour Macao, donc l'environnement est voilà très excitant, et on arrive là, on va manger, un ramen à 3, puis, on va se coucher pour attaquer les salons. Au bout de 2 semaines, on est sur le salon et Jacques me tombe dessus, de manière un peu surprenante, uniquement parce que je vérifiais mes mails pendant un rendez-vous. Et là, il me dit que c'est inacceptable, que je ne suis pas professionnelle, alors que c'était clairement des emails professionnels. Et là, s'ensuit une scène, très, très dure, très intense, où il me crie dessus, comme si j'étais une petite fille de 4 ans. Il me dit qu'on n'a pas attendu Sainte-Émilie pour que la société se porte bien, que je ne suis rien. Et à côté, Magali est là, elle nous regarde et elle baisse les yeux. Elle dit rien, elle fait rien. Et elle sait pourtant que, clairement, le comportement de Jacques est injustifié, mais elle ne me soutient pas. Et je me sens seule, mal. Je rentre à l'hôtel. J'appelle Fabienne en pleurs, je lui explique la situation. Et de nouveau, elle me dit: «Ne t'inquiète pas, Émilie, mon frère est comme ça, il n'y a rien à faire, mais accroche-toi, ça va se calmer». Je m'endors, et en pleine nuit,
Un mois après, gros challenge, il y a un voyage en Asie qui s'organise. C'est un voyage pour aller voir nos fournisseurs, les usines, faire les salons d'accessoires mode. Et ce voyage, il va se faire en triptyque, c'est-à-dire Jacques, Magali, sa fille, et moi. C'est l'occasion justement d'un peu marquer mon territoire, de prendre du galon et de faire partie de l'équipe. Fabienne reste en Belgique, à Bruxelles. C'est vrai qu'elle ne voyage pas parce qu'elle a peur de l'avion. Donc on se téléphone, on s'envoie des mails, mais physiquement, elle n'est pas là. On arrive d'abord à Bangkok, où on reste pendant une semaine. Et là, on dort dans le quartier où il y a ce fameux hôtel avec le rooftop, où il y a un dôme en or, où a été tournée la scène de Very Bad Trip. Donc Jacques me dit « Oh, regarde, c'est là qu'a été tournée Very Bad Trip. Si tu veux, on ira prendre un apéro. » Et à ma bonne surprise, Jacques est très sympathique, très détendu. Tout se passe bien. Après une semaine à Bangkok, on quitte le pays et on arrive à Hong Kong. Donc là, c'est la frénésie, des magasins de luxe partout. On est dans un magnifique hôtel, très luxueux. On a quasiment une suite. Et je me sens vraiment excitée par la situation. Notre hôtel donne sur Hong Kong Island et puis devant, c'est la baie où on a des yachts qui sont garés, des bateaux qui partent pour Macao. Donc l'environnement est très excitant et on arrive là, on va manger un ramen à 3 et puis on va se coucher pour attaquer les salons. Au bout de 2 semaines, on est sur le salon et Jacques me tombe dessus de manière un peu surprenante, uniquement parce que je vérifiais mes mails pendant un rendez-vous. Et là, il me dit que c'est inacceptable, que je ne suis pas professionnelle, alors que c'était clairement des emails professionnels. Et là, s'ensuit une scène très, très dure, très intense, où il me crie dessus, comme si j'étais une petite fille de 4 ans. Il me dit qu'on n'a pas attendu Sainte-Émilie pour que la société se porte bien, que je ne suis rien. Et à côté, Magali est là, elle nous regarde et elle baisse les yeux. Elle dit rien, elle fait rien. Et elle sait pourtant que, clairement, une 60aine d'années, les cheveux blancs, petites lunettes, bedonnant, l'air un peu pâteau, mais sympathique, qui est le frère de Fabienne. À côté de ça, il y a Magali, 35 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est assez grande, elle fait 1m80, très sympa, donc qui est la fille de Jacques et la nièce de Fabienne. Donc on me dit que je vais travailler en direct avec ces 2 personnes, sauf que Jacques n'est pas souvent au bureau vu qu'il vit entre Bruxelles et Bangkok, en Thaïlande. Donc, on va beaucoup travailler à distance, donc par mail et par téléphone. Et puis, une fois par mois, il viendra pour les réunions importantes. Et arrive en même temps le nouveau PDG. Donc, lui et moi, on est les 2 premières personnes extérieures de la famille et des amis de Fabienne. C'est ce nouvel univers qui nous paraît très sympathique et accueillant. C'est vrai que les mois passent et au fur et à mesure, donc, je commence à sentir que Jacques me cherche un peu d'époux. Par mail, par téléphone, étant donné qu'il n'est physiquement jamais ou presque jamais là. Et je commence un peu à être un peu frustrée et interrogative, étant donné qu'il était très sympa au début. Et puis tout à coup, là, il me reproche de mal faire mon boulot. Et je sens aussi qu'il pense que je fais de l'ombre à sa fille, Magali. Et tout à coup, ça sort spontanément au téléphone. Un jour, il me dit « Tes relations avec Fabienne ne sont pas professionnelles, ça ne va pas. » Il m'envoie des pics, donc je décide d'en parler à Fabienne.
J'arrive chez Fabienne, dans sa magnifique maison qu'elle venait de faire construire grâce à ce beau succès. Donc c'est quelque chose effectivement qui force le respect et surtout qui fait rêver. Une grande demeure avec piscine intérieure, extérieure, un immense jardin, un potager, une déco comme dans les magazines. Enfin, génial, quoi. Et voilà, je lui dis, écoute, Fabienne, je comprends pas ce qui se passe. Jacques, tout à coup, devient un peu agressif et m'envoie des pics, remet mon travail en question. Je comprends pas. Et je lui dis d'ailleurs, le PDG me l'a confirmé. Donc là, Fabienne me regarde, de nouveau, l'air impassible, très sûre d'elle, et elle me dit, ah ben, Émilie, t'inquiète pas. Et Jacques me tombe dessus, de manière un peu surprenante, uniquement parce que je vérifiais mes mails pendant un rendez-vous. Et là, il me dit que c'est inacceptable, que je ne suis pas professionnelle, alors que c'était clairement des emails professionnels. Et là, s'ensuit une scène très, très dure, très intense, où il me crie dessus, comme si j'étais une petite fille de 4 ans. Il me dit qu'on n'a pas attendu Sainte-Émilie pour que la société se porte bien, que je ne suis rien. Et à côté, Magali est là, elle nous regarde et elle baisse les yeux. Elle dit rien, elle fait rien. Et elle sait pourtant que, clairement, le comportement de Jacques est injustifié, mais elle ne me soutient pas. Et je me sens seule, mal. Je rentre à l'hôtel. J'appelle Fabienne en pleurs, je lui explique la situation. Et de nouveau, elle me dit « Ne t'inquiète pas, Émilie, mon frère est comme ça, il n'y a rien à faire, mais accroche-toi, ça va se calmer. » Je m'endors et en pleine nuit, je reçois un email de Jacques, vers 3 heures du matin. Je vois bien qu'il est bourré. Et là, il me dit je te somme demain de tout m'expliquer. As-tu été mandaté par le fonds d'investissement pour enquêter sur moi ? Et donc là, je réalise à nouveau que je suis face à quelqu'un d'instable. Il est complètement dans un délire de persécution et de paranoïa. Moi, je suis juste venue là pour faire mon job et il me met de nouveau dans une posture qui n'est pas la mienne. C'est très dur, mais comme d'habitude, je garde la tête haute. Fabienne m'a dit de continuer, de persévérer, et c'est ce que je fais. Il n'y a plus de barrière entre mon environnement professionnel et mon environnement émotionnel, personnel. Tout est lié à Fabienne, tout est lié à cette famille, tout est lié à ma mission. Et je me dis que je ne peux rien lâcher, sinon j'ai plus rien. Je me retrouverai seule, sans personne, sans boulot, sans attache. Donc il y a clairement un espèce de transfert affectif qui est en train de se faire. C'est comme si c'était ma famille de nouveau qui était en jeu. Au bout de 3 semaines en Asie, il est enfin temps de rentrer. On a terminé par une petite visite dans nos usines près de Hong Kong. Et Magali et moi, on doit prendre l'avion. On passe une dernière nuit à Hong Kong. On a encore un petit rendez-vous fournisseur et puis on se rejoint dans le lobby